Madame la Présidente, Madame la Première ministre, la semaine dernière, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité, à l'initiative du groupe socialiste et avec l'avis favorable du ministre en charge du budget, une aide exceptionnelle destinée aux familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Entre 115 et 200 € pour aider 600 000 familles à terminer une année difficile après une inflation alimentaire parmi les plus fortes d'Europe. Pour l'essentiel, des mamans solo et leurs enfants pour lesquels tout est difficile, se nourrir, se loger, se chauffer. Et nous l'observons toutes et tous dans nos circonscriptions. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait de ce sujet un groupe de travail transpartisan avec mon collègue Philippe Brun. Une mesure urgente et nécessaire dont la représentation nationale peut être fière, alors que le Secours catholique, après le Secours populaire, après les Restos du Cœur, a lancé un cri d'alarme et pointé du doigt une féminisation de la pauvreté dont nous devons nous inquiéter autant que nous mobiliser. Mais voilà, il y a quelques jours, alors que beaucoup de familles partageaient un soulagement bien temporaire et bien relatif, le ministre de l'économie, le ministre de tutelle de son collègue du budget, alors même que cette loi n'est pas encore votée à titre définitif, jugeait à propos de cette prime de Noël, je le cite, « c'est de l'argent dépensé pour rien ». Après Bruno demande, voici Bruno dément. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous dire si venir en aide à des mamans seules qui n'ont le 15 du mois que la lumière dans leur frigo, si venir en aide à des enfants pauvres qui ne connaîtront pas les joies des cadeaux de fin d'année, c'est de l'argent dépensé pour rien, pour des familles qui, ne seraient rien. Madame la Première ministre, dites-nous, que doit-on comprendre? Que votre autorité est mise en cause? Que préférez-vous? Avoir tort avec Bruno Le Maire ou raison avec la représentation nationale? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vallot. Je crois qu'on est sur un sujet trop sérieux pour se prêter à des polémiques comme vous êtes en train de le faire. Et je peux vous assurer que je suis parfaitement consciente que la forte inflation que l'on connaît depuis ces derniers mois pèse sur le quotidien de nos concitoyens. C'est l'inflation, effectivement, liée à la reprise post-Covid et à la guerre en Ukraine. Et je peux vous assurer aussi, Monsieur le Président, que depuis le premier jour, la majorité, mon gouvernement, est mobilisé pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Et nous avons protégé le pouvoir d'achat de nos concitoyens plus qu'aucun autre pays en Europe. C'est le sens des dispositifs exceptionnels sur l'énergie, les boucliers tarifaires. Je rappelle que c'est 46 milliards d'euros pour protéger le pouvoir d'achat des Français. C'est le sens de l'indemnité carburant travailleur que nous allons reconduire en 2024 et qui bénéficiera désormais à 60% de nos concitoyens pour mieux protéger les classes moyennes. C'est le sens encore des mesures prises pour lutter contre l'inflation alimentaire. Je pense au panier anti-inflation qui concerne plus de 5000 produits et vous aurez l'occasion dans quelques instants, je crois, de voter le projet de loi qui permet d'accélérer les négociations commerciales pour accélérer la baisse de l'inflation alimentaire. Nous sommes par ailleurs attentifs, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, au pouvoir d'achat des plus modestes, la revalorisation des prestations sociales, l'indexation des pensions, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, c'est 25 milliards d'euros dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et puis je parlerai aussi de l'augmentation des plus petites retraites. Je vous rappelle qu'avec la réforme des retraites, il y a une revalorisation des pensions minimales, 600 € par an pour 1,7 million de nos concitoyens. Et je vous confirme, monsieur le député, que nous avons accepté un amendement de votre groupe qui porte une préoccupation largement partagée sur les bancs de la majorité pour mieux accompagner les familles isolées. C'est un combat que mène la majorité avec, par exemple, le versement automatique des pensions pour les familles, pour les mères célibataires. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, la Bretagne, première région agricole de France, se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Collectivités régionales, syndicats agricoles, chambres d'agriculture, manifestations d'agriculteurs comme ce jour, Esplanade des Invalides à Paris, courrier transpartisan de 35 parlementaires bretons. Tous, unanimement, vous ont fait part de leur inquiétude concernant l'insuffisance de financement des mesures agro-environnementales et climatiques.
Lors de la première génération des MAEC, de nombreux agriculteurs bretons, conscients des enjeux, se sont engagés vers une transition agroécologique soutenue en cela par la collectivité régionale, autorité de gestion, qui n'a jamais refusé aucun dossier. Pour cette seconde génération, désormais gérée par l'État, et malgré un cahier des charges de plus en plus exigeant, 2900 exploitations agricoles bretonnes sont dans l'incertitude car elles risquent de voir leur demande de MAEC rejetée ou diminuée. Pourtant, 1 milliard de plus sur le budget agriculture dans le cadre du PLF 2024. Mais comment expliquer une baisse de 65 millions d'euros en autorisation d'engagement et 12 millions d'euros en crédit de paiement pour les MAEC? Ces chiffres sont en totale contradiction avec la parole du président de la République qui a promis un quinquennat écologique et cela doit inévitablement passer par une transformation du modèle agricole. À la suite de la présentation de la planification écologique, il n'est pas envisageable de revenir sur des contrats en cours et délaisser sur le bord de la route des exploitations agricoles volontaristes dans la transition agroécologique en raison d'une sous-budgétisation des financements. Madame la Première ministre, si l'on ne finance pas suffisamment les MAEC, comment les agriculteurs peuvent-ils encore croire en la parole publique? Quel engagement allez donc vous prendre pour augmenter ce budget à la hauteur des attentes des agriculteurs et répondre ainsi aux enjeux environnementaux? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rouault. Le plan stratégique national porte une ambition forte au service de la transition agroécologique de l'agriculture française, comme vous le savez. Plusieurs dispositifs, dont les MAEC, concourent à l'atteinte de cet objectif et à la valorisation des pratiques vertueuses du point de vue de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Ces dernières semaines, des agriculteurs qui se sont engagés dans ces démarches vertueuses ont exprimé des inquiétudes, notamment en Bretagne, vous l'avez rappelé, sur leur mise en œuvre dans la nouvelle programmation de la PAC. Je tiens tout d'abord à rappeler que le calendrier de versement de l'avance des aides de la campagne 2023 de la PAC a été tenu et s'est bien déroulé. Ainsi, dès le 16 octobre, soit le premier jour permis par la réglementation européenne, le paiement de l'avance des aides a été versé sur les comptes des agricultures, soit près de 3,64 milliards d'euros. Les MAEC de la campagne 2023, quant à elles, ont vocation à être, comme c'est toujours le cas, payées à compter du premier trimestre 2024. Nous connaîtrons le besoin précis seulement après l'instruction des dossiers MAEC, qui démarre après celle des paiements directs. Je tiens également à rappeler que la programmation 2015-2020 a été réalisée conjointement par l'État et les régions, les briques des mesures étant définies par l'État. L'exercice de la programmation 2023 et les priorisations ont été faites en CRAEC, coprésidées par l'État et les régions, comme ce fut le cas en 2015. Nous sommes donc sur une volonté collective, État et région, d'un exercice responsable de priorisation des besoins au regard du diagnostic agro-environnemental du territoire. Je rappelle également les 12,5 millions d'euros de MAEC non surfaciques à la main de la région Bretagne, qui se sont également déroulés comme un moyen d'accompagner les démarches vertueuses des agriculteurs et qui sont donc à prendre en compte. Vous pouvez donc compter sur la mobilisation la plus totale du gouvernement et de Marc Fesneau afin qu'une solution soit trouvée avec l'ensemble des cofinanceurs dans l'intérêt des agriculteurs. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous examinons cette semaine au Sénat le budget de la Sécurité sociale présenté par le gouvernement. Vous nous présentez un budget qui est en déficit de 8 milliards pour 2023, qui le sera de 11 en 2024 et de 17 en 2027. C'est une trajectoire qui est totalement inédite, alors que la crise sanitaire et ses effets sont derrière nous. Alors ma question, elle est très simple. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de ramener les finances sociales à l'équilibre? Avez-vous baissé les bras? Avez-vous renoncé? Répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le gouvernement présente en effet un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ramène le déficit de la branche maladie qui était de 22 milliards l'an dernier à 8,8 milliards d'euros sur un total de 255 milliards d'euros de dépenses. Vos collègues qui siègent à la commission des finances seraient sans doute heureux de connaître ce ratio de déficit.
Mais vous avez raison, un déficit plus lourd dans la durée n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable parce que l'assurance maladie n'appartient pas à l'État, elle appartient aux assurés. Elle est gérée par les partenaires sociaux et le gouvernement n'en est que le garant. C'est pourquoi, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avançons, et je l'ai formulé dans la discussion générale, sur une ligne de crête qui, quelquefois, vous conduit du reste à des critiques des deux côtés de cette ligne de crête. À la fois permettre et mobiliser les moyens, notamment renforcer les moyens dans le champ de la prévention, assurer l'augmentation des rémunérations des soignants, financer le Ségur de la santé, mais de l'autre côté, ralentir la dynamique de certaines dépenses, notamment les dépenses de soins de ville, notamment les dépenses de médicaments qui ont augmenté l'an dernier de 7% et que nous devons absolument ralentir. À l'heure où je vous parle, monsieur le sénateur, les discussions entre les médecins et l'assurance maladie sont en train de reprendre. Un des axes majeurs qui réconcilie, selon moi, les objectifs de santé publique et les objectifs de finances publiques, c'est celui du travail sur lequel tous les syndicats de médecins sont prêts à s'engager, quelle que soit leur composition ou leur sociologie, c'est celui de la pertinence des soins. Et c'est aussi, et c'est très important parce que la pertinence, c'est là où se rejoint la santé publique et la maîtrise de nos dépenses. Et par ailleurs, la prévention doit sans doute aujourd'hui faire l'objet d'une réflexion plus large sur son financement, puisque quand nous finançons, nous achetons des vaccins HPV pour cette année, c'est pour éviter des cancers dans 30 ans. Donc je l'ai dit, nous sommes prêts aussi à ouvrir ce débat sur le financement de la prévention. Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. J'ai interrogé le gouvernement sur le déficit de la sécurité sociale et vous m'avez répondu sur le déficit du budget santé. Une toute petite partie de la réponse. Je n'ai entendu dans vos propos aucune volonté, aucune forte dans une trajectoire de retour à l'équilibre. Rien. Donc, en 2027, quand le chef de l'État finira son deuxième mandat, il laissera des finances sociales plus dégradées qu'à son arrivée et largement. On pourra accepter ces déficits, parlons du budget santé, si les indicateurs de santé du pays s'amélioraient. Mais nous reculons de la 6e à la 13e place en termes d'espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile progresse. Nous pourrions accepter des déficits si l'hôpital allait mieux qu'il y a 5 ou 6 ans. Mais l'hôpital se dégrade, les personnels s'en vont et l'offre de soins se contracte. Nous pourrions accepter des déficits si nos concitoyens sur tout le territoire avaient accès aux soins de proximité, avaient accès à un médecin généraliste. Mais les déserts médicaux se répandent et les pénuries s'accroissent. Vous êtes donc en échec. Ce sont des vagues de mauvais résultats dans un océan de déficits. Monsieur le ministre, votre gouvernement gère mal la sécurité sociale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a moins d'un mois, plus d'1 millier d'aides-soignants, d'infirmiers, de sages-femmes et de médecins dénonçaient dans une tribune publiée dans le journal Le Monde les, je cite, « dilemmes éthiques intenables » auxquels ils sont confrontés faute de lits et de personnel dans nos hôpitaux. Partout, dans mon département, le Calvados, comme ailleurs, les soignants alertent sur la dégradation sans fin de leurs conditions de travail. Ils indiquent ne pas avoir choisi de travailler à l'hôpital pour être contraints de trier les patients ou d'être maltraitants. Il y a quelques mois, le service statistique du ministère de la Santé indiquait que plus de 21 000 lits avaient été supprimés entre 2017 et fin 2021, l'essentiel du premier quinquennat d'Emmanuel Macron donc. Dans 163 villes de France, les urgences ont été ponctuellement fermées cet été en raison de la démission de personnel. Aujourd'hui encore, il y a dans certains établissements 30% de lits fermés. Et parfois même, ce sont des services entiers. Pas une semaine ne se passe sans que l'état de délabrement du secteur de la psychiatrie, celui de la pédiatrie, victime d'un abandon de l'État, ne fasse la une. Sans parler de toutes ces maternités que vous avez laissées se dégrader au point que plus personne ne veut y travailler. Alors, monsieur le ministre, sortez des logiques comptables technocratiques. Allez-vous enfin écouter les professionnels de terrain, garantir un nombre maximal de patients par soignant, comme le Sénat l'a voté, et donner à l'hôpital public les moyens de prendre correctement en charge les patients? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé, monsieur Aurélien Rousseau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice,
L'hôpital, et singulièrement l'hôpital public, est dans une situation difficile. Il connaît une crise qui a des racines profondes et qui font écho en partie à la question que votre collègue Bernard Jomier posait tout à l'heure. L'avantage d'avoir un peu d'expérience, c'est de pouvoir aussi revenir sur certaines de ses propres erreurs. En 2017, la sécurité sociale, la branche maladie était à l'équilibre, en effet, mais sans doute l'hôpital avait-il été la variable d'ajustement de ses dépenses, et sans doute qu'on était allé trop loin dans la régulation financière à cette période-là. L'hôpital, il connaît une triple crise, une crise qui est issue de la situation sanitaire et du Covid, une crise des vocations et une crise qui est liée plus ponctuellement à l'inflation. Sur ces trois crises, l'État n'a jamais tourné les yeux, n'a jamais été dans une situation de déni. L'augmentation des rémunérations des soignants, elle n'a jamais été aussi forte depuis 30 ans. Le Ségur investissement, il va apporter 19 milliards d'euros, même si évidemment ces 19 milliards d'euros sont érodés par l'inflation dans les établissements de santé. Nous avons été aussi au rendez-vous pour la crise Covid avec le système de la garantie de financement. Et Madame la sénatrice, si je peux partager une partie de vos constats, j'aurais tendance à me référer à un grand parlementaire qui avait l'habitude de me dire que sur tous les samedis matins, sur le marché de sa commune s'était Rambouillet. Il y avait le collectif de défense de l'hôpital qui indiquait que l'hôpital était à l'agonie, que les soignants allaient tous disparaître. Eh bien, écoutez, expliquez-moi après comment les patients peuvent se dire « je vais aller à la maternité de Rambouillet, je vais aller aux urgences de Rambouillet, je vais aller faire ma chirurgie à Rambouillet », à force de dire que l'hôpital est à l'agonie. Malheureusement, certains faits sont autoréalisateurs. Merci. Alors, Madame Ferré, on va revenir dans le Calvados. Monsieur le ministre, et alors? Nous avons votre réponse que vous venez de faire. Nous l'avons déjà entendue maintes fois de la part de vos prédécesseurs. Mais force est de constater que la situation, elle s'est encore dégradée. Nos hôpitaux doivent demeurer des lieux de soins sûrs et humains. Et les Français, comme les soignants, attendent des actes forts. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et des Familles. En 2018, le Président de la République avait annoncé, je le cite, « répondre aux défis du vieillissement ». La proposition de loi Mesures pour bâtir la société du bien vieillir sera examinée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Une enquête récente menée par la Fédération hospitalière de France a révélé que 85% des EHPAD se trouvaient en situation déficitaire à la fin de l'année 2022. Ces déficits tendent à devenir structurels et croissants dans ce secteur, pour ne pas le dire, hélas, ils le sont déjà. J'ai été alerté hier de la situation budgétaire de plusieurs EHPAD dans mon département. Je donnerai l'exemple de l'EHPAD de Richelieu. Le bilan déficitaire de cet EHPAD atteint plus de 400 000 euros. Dans moins de 3 ans, il atteindra son seuil minimal de fonctionnement et ne sera plus en mesure de rémunérer ses employés. Cette situation alarmante résulte de facteurs multiples. L'inflation des denrées alimentaires, le coût énergétique, plus 33% en 2023, la revalorisation salariale des soignants, lesquels n'ont été que très partiellement compensés. Faites-vous le choix de laisser nos aînés, faites-vous le choix de délaisser le personnel des EHPAD qui travaillent dans des conditions déjà très difficiles. L'État doit être à la hauteur de ces enjeux. Je suis persuadé que l'ensemble de mes collègues ici présents dans cet hémicycle seront d'accord avec mes propos. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple et attend une réponse concrète. Le gouvernement envisage-t-il de mettre en œuvre des compensations financières pérennes et intégrales? Le gouvernement compte-t-il s'attaquer de front à la question du troisième âge et des EHPAD pour assurer à nos aînés un accompagnement de leur vieillissement à la hauteur? Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Solidarités et des Familles. Madame Aurore Bergé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur,
La question que vous posez, elle est essentielle au regard du défi démographique qui est devant nous. En 2030, 20 millions de Français auront plus de 60 ans. Il faut, je crois, qu'on sorte collectivement sans doute d'un défi et d'un déni individuel et un déni collectif. Et puis, vous l'avez dit, il y a la situation très critique aujourd'hui de nos EHPAD. 700 000 Français aujourd'hui sont dans ces établissements. On a donc mis en place plusieurs éléments. D'abord, un fonds d'urgence amorcé et débloqué par la Première ministre dès cet été de 100 millions d'euros, de manière à répondre encore une fois à l'urgence conjoncturelle qui a fait que l'inflation, l'augmentation des rémunérations, la question des prix de l'énergie et de l'alimentation a fait que parfois on a des situations conjoncturelles qui méritent une réponse immédiate évidemment. Des éléments plus structurels qu'on a pu annoncer avec la Première ministre lors des assises des départements de France la semaine dernière. 2 réponses. Dès 2024, nous allons augmenter la compensation de l'État parce que nous allons, via la CNSA, augmenter de 150 millions d'euros les compensations dues aux départements au titre de l'APA et de la PCH. Et puis surtout, une refonte en profondeur des fonds de concours que nous amorçons avec l'ensemble des présidents de départements pour 2025, pour enfin que les fonds de concours aient du sens, qu'ils soient moins nombreux. En gros, on arrête d'empiler des fonds de concours et des politiques publiques pour avoir des politiques publiques beaucoup plus lisibles et augmenter ainsi la prise en charge qui sera faite par l'État. Ce que nous avons mis sur la table, et je crois que les départements sont en accord avec cette proposition, c'est qu'à partir de 2025, 50% de toutes les dépenses nouvelles au titre de l'autonomie soient prises en charge par l'État via la CNSA. C'est un engagement majeur que l'État va prendre, qui est en corrélation, encore une fois, avec le défi démographique qui est devant nous. Vous l'avez dit, on reprend l'examen à partir de lundi d'une proposition de loi qui pose des bases importantes, sociétales et de reconnaissance des professionnels. Je ne doute pas que ce sera enrichi, évidemment, au Sénat, du moins je l'espère, et enrichi aussi dans le cadre de nos échanges sur le PLFSS, notamment avec la fusion des sections soins et dépendance, par exemple. Je vous remercie.